Comment, dans le cadre d'une thérapie, concilier démarches thérapeutiques qui s'adressent à la personne et démarches de connaissance de soi à finalité spirituelle? Le monde se déploie dans le regard que vous êtes. Ce regard est la conscience elle-même, pure impersonnalité. Cela que l'on nomme le sujet, le soi ou la présence est hors de toute connaissance objective, étant le sujet qui perçoit l'objet. Le regard ne peut se regarder. En lui apparaît le regardé. Les sciences et psychologie concernent le monde du regardé. Elles explorent l'objet sous toutes les coutures possibles et dans son jeu d'interrelation. La conscience sujet est le grand oublié, pour la bonne raison qu'elle ne peut être vue en tant qu'objet. Lorsqu'une expérience spirituelle pointe le bout de son nez, par exemple quand l'enfant ou l'adolescent entre dans une église ou un temple et est touché par le ressenti qui s'éveille en lui, un début de compréhension s'installe. Une lampe s'allume, qui en fait ne s'éteindra jamais, mais mettra du temps à révéler sa lumière. Par erreur, la lumière qui se révèle à la conscience du sujet endormi est attribuée au monde objectif. Le lieu, la situation, la circonstance semblent être la cause apparente de la tranquillité et du silence ressenti. Ce n'est qu'au fil d'une longue maturation que la nature du sujet commence à s'affirmer, comme étant par elle-même la grâce recherchée. Il est donc parfaitement compréhensible que pour le regard qui ne s'est pas encore éveillé à lui-même, n'existe que le monde objectif, qui donne alors l'impression d'être parfaitement autonome. La personnalité, le corps et le mental conditionnés sont perçus comme la véritable identité, certes mouvante, mais inaliénable pour celui qui ne croit que ce qu'il voit. Comment pourrait-on penser à la vision elle-même, dans ce monde chatoyant qui semble si réel et déroule inlassablement ses volutes charmeuses? C'est souvent à l'occasion d'épreuves douloureuses que les systèmes de croyance sont remis en cause. L'objet perd de sa validité, et l'impermanence du monde manifesté tend à affirmer son évidence. Lorsque la roue des expériences de la vie a suffisamment broyé les mirages de l'ego, le monde manifesté, qui a perdu une partie de ses charmes, tend à être négligé. Le manque atteint un paroxysme qui rend tout mouvement de compensation inutile. Les conditions sont alors propices pour un retournement du regard sur lui-même. Une fois que le regard s'est révélé comme étant la lumière qui illumine le monde, ce dernier n'est plus confondu avec la lumière elle-même. Il n'en est que son reflet. La thérapie, qui s'intéresse à l'objet, donnant donc valeur au contenu mental, peut être poursuivie dans certaines limites, mais elle est alors connue comme fragmentaire, tant qu'elle ne met pas en évidence la conscience-lumière qui éclaire le mental. Le mental doit d'abord être observé, comme le ferait un prisonnier qui examinerait les murs de sa cellule. De cette observation attentive vient la conviction que le regard est lui-même le regardé. En d'autres termes, le sentiment de séparation qui sépare un moi sujet d'un moi objet s'éteint pour laisser place à l'unicité de la conscience qui contient à la fois le moi sujet et le moi objet, sans être aucun des deux. La thérapie qui englobe l'évidence de la conscience sujet ne nie pas le monde manifesté dans une attitude de pseudo-détachement qui ne serait qu'un refus déguisé. Elle considère le monde manifesté, et donc celui de la psyché, comme aussi réel que le rêve du rêveur, et peut donc l'étudier en tant que tel, comme manifestation transitoire de la lumière de la conscience. La paix, la joie et le contentement ne sont plus attribués au monde manifesté,
mais tout entier à la conscience dont il émane. Le dialogue entre un thérapeute convaincu de la réalité du monde objectif et un thérapeute convaincu de son irréalité est bien sûr quelque peu difficile. C'est à celui qui connaît, par son expérience, l'évidence du non manifesté, de s'adapter à celui qui n'en a pas encore humé le parfum. Il en est ainsi des perspectives, comme de la dernière poupée russe qui ne peut jamais contenir la plus grande.